résidence INSERM à Nantes, dirigée par Michel Meuniste, qui s'intéresse en fait à l'axe intestin-cerveau et surtout microbiote intestin-cerveau, j'ai bien compris. Donc vous allez nous parler d'un travail qui a été un travail postdoctoral qui a été financé donc par la FHU, soutenu par la FHU cette année. Très bien, merci. Je vais prendre le micro. Non, je ne garde pas. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier Exacté d'avoir financé une partie de ces travaux et puis de m'avoir invité aujourd'hui pour vous présenter donc ces travaux. Je vais vous parler de vésicules extracellulaires dérivées du microbiote intestinal dans les troubles autistiques. Alors, c'est une recherche translationnelle, mais avec un aspect aussi fondamental, donc je vais essayer de vulgariser le plus possible. Donc, comme vous le savez, les troubles du spectre de l'autisme sont des troubles du neurodéveloppement avec des troubles comportementaux, mais il y a aussi une forte comorbidité avec des troubles gastro-intestinaux. En effet, on estime qu'il y a environ 70% des enfants avec troubles autistiques qui développent des troubles gastro-intestinaux, alors que ce soit des diarrhées, des constipations, des ballonnements et également des douleurs abdominales. Il a également été montré qu'il y a une forte corrélation entre la sévérité des comportements, des troubles comportementaux et des troubles digestifs. Par ailleurs, il y a une altération aussi de la barrière épithéliale intestinale et puis une altération de la composition du microbiote intestinal qu'on appelle une dysbiose. Et il a également été montré, alors là uniquement dans des modèles animaux d'autisme, que le réseau du système nerveux entérique était modifié. Alors qu'est-ce que c'est que ce système nerveux entérique ? Donc le système nerveux entérique, c'est un système nerveux autonome qui innerve l'intégralité du tube digestif et qui va être composé de deux couches qu'on appelle des plexus, le plexus mi-entérique et le plexus sous-muqueux. Et ils vont gérer ces deux plexus, d'une part la motricité de l'intestin, mais également les fonctions de perméabilité et les fonctions aussi de sécrétion. Et puis ce système nerveux, il est capable aussi de communiquer avec les éléments qui sont à l'intérieur de la lumière intestinale, et notamment le microbiote intestinal. Et il a été montré dans les modèles animaux d'autisme qu'il y avait une modification de la composition des neurones de l'intestin, des neurones entériques. Et il faut savoir qu'il y a deux principaux neurotransmetteurs dans l'intestin. C'est donc les neurones cholinergiques avec l'acétylcholine qui va avoir un effet de contraction du muscle, et puis les neurones nitrergiques, notés ici NNOS, qui produisent du nitrique oxyde et qui vont avoir un effet myorelaxant de l'intestin. Et c'est vraiment cette balance entre la contraction et la relaxation qui permet d'avoir un bon transit. Et quand il y a un problème dans la composition des neurones de l'intestin, eh bien, on n'a plus cette balance et donc ça produit des troubles digestifs. Il a été montré dans ces modèles qu'il y avait une augmentation du nombre des neurones nitrergiques, donc avec un effet myorelaxant de l'intestin. Et puis quand on a montré ça au labo, quand on transfère du microbiote de patients avec troubles autistiques chez des souris, d'une part on reproduit des troubles comportementaux, mais également des troubles digestifs, et on a également une modification de la proportion des neurones nitrergiques dans l'intestin, avec une augmentation de ces neurones nitrergiques. Donc, il semble qu'il y ait une dysfonction de ce que nous on appelle l'axe microbiote intestin-cerveau, avec donc une dysfonction au niveau des neurones de l'intestin qui vont conduire à des troubles digestifs, et puis une dysfonction aussi, une altération du microbiote. Mais par contre, quelle est la communication entre ce microbiote et les neurones de l'intestin? On ne sait pas très bien. Et donc, le but de nos travaux, c'est de déterminer quels peuvent être ces médiateurs entre les bactéries et l'intestin. Et donc, on a proposé d'étudier les vésicules extracellulaires. Alors, c'est quoi ces vésicules extracellulaires? Ce sont des sphères qui sont produites par tout type de cellules, que ce soit les cellules dites eucaryotes, c'est-à-dire par exemple les cellules du corps humain, mais également les cellules dites prokaryotes, c'est-à-dire les bactéries. Et toutes ces cellules vont produire des vésicules. Et quel est le rôle de ces vésicules? Eh bien, c'est d'encapsuler, de protéger des molécules de signalisation, de communication. Et en les protégeant, eh bien, ça va permettre à ces vésicules de parcourir de longues distances et donc de permettre une communication entre les cellules, mais également entre les organes.
Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ces vésicules, parce que justement, comme on s'intéresse à cet axe microbiote intestin-cerveau, il y a une longue distance à parcourir et donc une communication qui se fait de longue distance. Et en plus, dans les pathologies neurologiques, il a été observé une différence dans les profils de ces vésicules et notamment dans l'autisme. Donc, l'hypothèse de ce travail, c'est que l'altération du microbiote intestinal va produire à la libération de vésicules extracellulaires dont le contenu sera modifié, et que ces vésicules, eh bien, elles vont agir sur les neurones entériques en modifiant leur activité, leur connectivité, et donc conduire à des troubles digestifs. Donc on avait deux objectifs, d'une part d'isoler ces vésicules à partir de selles de patients, de les caractériser, puis ensuite de tester l'effet de ces vésicules sur des neurones entériques. Donc nous avons une cohorte avec des personnes contrôlées et des personnes avec troubles autistiques. On a récupéré les selles, nous avons resuspendu les selles et par plusieurs étapes de filtration et de centrifugation, on a récupéré les vésicules extracellulaires. On les a caractérisées donc par microscopie électronique et par différents marqueurs. On a vu qu'on avait un mélange avec des vésicules qui provenaient de l'autre, probablement de la barrière épithéliale intestinale, et puis aussi, bien sûr, des vésicules du microbiote. Et ici, vous pouvez voir donc ces vésicules qui sont de l'ordre de quelques nanomètres, et on peut, grâce à la technique de nanoparticule tracking, compter le nombre de ces vésicules et puis aussi leur taille. Et on s'est aperçu qu'entre notre groupe contrôle et notre groupe TSA, on avait un profil qui était différent. Et notamment, vous voyez en orange, deux pics qui pourraient laisser entendre qu'on a deux sous-populations de vésicules chez les personnes avec troubles autistiques. Ensuite, on a testé l'effet de ces vésicules. Alors, pour cela, on a récupéré des neurones dans des intestins de rats, on les a mis en culture, et on est venu tester l'effet direct de ces vésicules sur les neurones pour voir si on pouvait modifier l'activité de ces neurones. Donc on a fait par imagerie calcique, vous allez voir, ici, quand on va ajouter les vésicules, vous voyez, les neurones s'allument en vert, et donc on modifie l'activité. Donc ces vésicules ont un effet bioactif sur les neurones. Et ensuite, on a testé donc l'effet chronique, c'est-à-dire qu'on a incubé les neurones avec ces vésicules pendant 48 heures, et ensuite on est venu stimuler les neurones pour voir si on modifiait l'activité de ces neurones. Donc, pour l'effet aigu, pour l'effet aigu, en fait, donc quand on a appliqué les vésicules, on a vu déjà qu'on avait des pics, donc les vésicules ont des effets, et puis vous voyez en orange, eh bien, l'effet est beaucoup plus long pour les vésicules provenant de celles de patients avec troubles autistiques. On l'a également observé avec l'effet chronique, donc on a incubé pendant 48 heures, et ensuite on est venu stimuler avec des agents pharmacologiques. Et là, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait une plus grande proportion de neurones qui avaient une activité dite soutenue, c'est-à-dire qui ne revenaient pas à la normale, qui continuaient à avoir une activité très forte. Ce sont les neurones qui sont, ce sont les tracés en violet. Alors quand on a vu que ces vésicules pouvaient modifier l'activité des neurones entériques, on se demandait par quel mécanisme cela pouvait passer. On se dit, ça peut potentiellement être par une augmentation du nombre de connexions de ces neurones. Si les neurones sont plus connectés, ils vont recevoir plus d'informations et potentiellement avoir une plus grande activité. Donc on a regardé les synapses. Donc la synapse, c'est la jonction entre deux neurones avec une région présynaptique, et on a regardé la synapsine 1 qui est un des marqueurs de cette région présynaptique. Et puis en post-synaptique, on a regardé la PSD95 en rouge, et on a pu observer qu'il n'y avait pas de différence au niveau de cette région présynaptique. Par contre, au niveau post-synaptique, on avait une augmentation du nombre de clusters de PSD95. Et ça, c'est très intéressant parce que la PSD95, c'est la protéine qui permet l'ancrage de l'enzyme nNOS. Et la nNOS, je vous rappelle, c'est l'enzyme qui permet la libération du neurotransmetteur nitrique oxyde, ce neurotransmetteur qui conduit à la relaxation du muscle intestinal. Donc on a regardé s'il y avait une augmentation de cette enzyme. On a également vu une augmentation dans les cultures traitées avec ces vésicules, une augmentation de cette enzyme nNOS. On a également observé une augmentation du nombre de neurones qui expriment cette enzyme, et puis une augmentation de colocalisation entre la PSD 95, cette région post-synaptique, et puis l'enzyme nNOS. Après, on a voulu voir sur un organe entier si on pouvait modifier l'activité de cet organe. Donc, on dispose de chambres d'organes isolés, on vient prélever un morceau d'intestin, on le met dans la chambre, et puis on regarde la contraction de l'intestin.
On a incubé les intestins pendant 2 heures avec des vésicules, et ensuite on est venu ajouter du SNP, ça mime en fait les effets du nitrique oxyde, donc du neurotransmetteur NO. Et là on a pu voir qu'on avait une plus grande myorelaxation du tissu des intestins qui avaient été pré-traités avec les vésicules provenant de selles de patients avec troubles autistiques. Enfin, et ça c'est une collaboration qu'on a fait avec TOUV, avec le laboratoire Brain et Patrick Aymon, on a voulu savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de ces vésicules. Et donc là c'est ce qu'on appelle une analyse métabolomique, on va regarder les molécules à l'intérieur. Et déjà on a pu voir que l'analyse nous permettait de discriminer assez bien nos 2 groupes. Donc on a vraiment des marqueurs, des molécules qui sont spécifiques et qui permettent de séparer ces 2 groupes. Et puis on a regardé également, alors c'est un peu petit ici, mais les familles de molécules. Et je vous en ai entouré une très importante, c'est l'arginine, la synthèse de l'arginine. Alors pourquoi l'arginine est importante? Eh bien parce que dans notre petite histoire, en fait, l'arginine, c'est le substrat de l'enzyme nNOS. Et elle va utiliser l'arginine pour produire le neurotransmetteur NO. Donc voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur l'avancement de nos projets. Donc en conclusion, voilà, on a vu des différences dans la composition de nos vésicules extracellulaires provenant de selles de contrôle et de personnes avec troubles autistiques. Ces vésicules peuvent induire des modifications d'activité des neurones, mais également de morceaux d'intestin. Et puis il semblerait que tout cela peut passer par un remodelage des neurones entériques, et notamment en activant la voie plutôt nitrérgique. Donc il nous reste encore pas mal d'études, de comprendre le mécanisme d'action, mais également de transférer ces vésicules chez les souris et de voir si on peut reproduire, d'une part des troubles comportementaux, mais également des troubles digestifs. Et est-ce qu'en ajoutant ces vésicules dans les souris, est-ce qu'on reproduit aussi cette modification du nombre de neurones nitrérgiques? Donc je vous remercie pour votre attention. Je remercie toute l'équipe TENS, en particulier Hélène Boudin et Michel Enlist. Et puis bien sûr Mathis Moreau qui a été financé en M2 par la FHU. Et puis Baptiste Ganacho qui est étudiant en thèse dans le labo et qui travaille avec moi sur tout ce projet. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation, j'ai trouvé très claire. Voilà, parce que c'est pas facile, non, mais ça a été exposé d'une façon simple et claire, je pense. Voilà. Et ça, c'est. Alors, y a-t-il des questions? Alors, en attendant les questions, moi, je voulais juste avoir les vésicules extracellulaires. Elles ne vont pas migrer à l'extérieur de l'intestin. On sait qu'elles peuvent traverser la barrière épithéliale intestinale, d'autant plus que dans l'autisme, il a été montré une modification de cette perméabilité. Donc si on a des jonctions entre les cellules qui sont augmentées, on a potentiellement des vésicules qui peuvent passer. Par ailleurs, il y a des terminaisons nerveuses qui vont jusqu'à l'épithélium, et on peut imaginer aussi que l'action de ces vésicules agisse directement sur les terminaisons nerveuses qui sont présentes dans l'épithélium de l'intestin. D'accord, la question en fait, c'est de savoir s'il y a un lien, un effet direct au niveau cérébral en fait. Exactement, donc ça c'est. Alors, ça a été démontré sur d'autres types de vésicules, notamment des vésicules de bactéries intestinales Helicobacter pylori, qui colonisent plutôt l'estomac, enfin le pylore. Et il a été montré que ces vésicules, elles pouvaient traverser, se retrouver dans le sang, on les retrouvait également à l'intérieur du cerveau. Donc c'est aussi pour ça que ces vésicules elles nous paraissent intéressantes, parce que voilà, leur rôle est justement cette communication à distance. Alors, bien sûr, notre labo il est principalement focalisé sur l'intestin, mais il y a également cet axe avec le cerveau, et donc on s'intéresse également à cette communication avec le cerveau. Et dans un premier temps, on s'est intéressé en premier lieu aux neurones de l'intestin. Oui. J'avais une petite question moi, sur la population qui avait donné ces selles en termes de TSA. Est-ce que c'est des profils plutôt avec un TDI, sans TDI, des jeunes, des moins jeunes? Alors, c'est une population adulte, et ce sont donc des personnes qui n'ont pas de troubles cognitifs. Hein. C'est une population Asperger qui a été choisie ici, et ils sont âgés de 18 à 50 ans. Avec un mélange homme-femme, avec une proportion de 1 pour 4. Alors voilà, il y a également une autre cohorte, une cohorte d'enfants sur lesquels on va maintenant travailler avec Frédéric,
Et on va également faire fort de ces connaissances qu'on a accumulées, on va également faire ces mêmes tests avec cette cohorte-là d'enfants. C'est intéressant de voir aussi entre sans TDI et avec TDI. Tout à fait. Oui. Oui, vous n'avez pas fini en fait, hein, c'est un champ d'action. Ah non, mais là, on a ouvert la boîte de Pandore, il y a énormément de choses. Ouais. Et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on arrive vraiment à discriminer le type de troubles digestifs qu'ont ces patients avec ces vésicules. S'ils sont plutôt constipés ou diarrhéiques, on arrive à le voir avec les vésicules et c'est assez... En fonction des métaboliques qu'elles contiennent. Exactement. Oui, Tout à c'est fait. intéressant ça. Oui. Et quand est-ce qu'on va Oui. traiter Il y a une question. Alors le traitement, déjà, là, on essaie de caractériser... voilà. Alors, juste une question derrière. Non, c'était juste une question très simple par rapport à ce que Julie demandait. La population, donc 1 pour 4, et c'est 15 versus 30. Oui, tout Et à du fait. coup, est-ce qu'ils sont appariés aussi en termes de sexe? Est-ce que vous avez regardé avec un appariement strict ou pas? Non, j'ai pas regardé encore, mais ça peut être... Parce que du coup, qu'est-ce que... Tout à fait. Oui. Alors moi, j'ai pas regardé sur cette étude-là, mais on a aussi fait l'étude avant avec donc, le microbiote, par contre, donc les bactéries. Et là, on voit vraiment un effet lié au sexe. Hein, et parfois même, on a des effets inverses entre les hommes et les femmes. Bah oui, Donc c'est la c'est question vraiment quand hyper même aussi. intéressant. Ouais. Mais c'est vrai que là, j'ai pas encore eu le temps de faire cette séparation. Alors, juste dernière question, je pense que... Je voulais juste poser une question un peu de néophyte. Est-ce que vous avez caractérisé l'alimentation? Ouais, c'est souvent la question que l'on nous pose et malheureusement, en tout cas sur cette cohorte, j'ai pas les... Mais par contre, voilà, Frédéric a pour la prochaine cohorte. On a. Oui, je veux dire, pardon. Ça a été fait pour la future cohorte. Ah oui, c'est intéressant de recouper. Enfin, je sais pas, c'est une question que. Bien, merci beaucoup en tout cas et bravo pour ce travail.